Accord, désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Dans un instant, nous serons avec Bernard Salanès de l'Institut ELAB, car il y a un nouveau sondage qui vient de sortir. Il est important de donner des chiffres après les mots. Vous étiez à New York le 11 septembre? Non, je suis arrivé après. J'étais correspondant de match entre 2003 et 2009. Donc je suis arrivé vraiment dans la période où l'Amérique... La dépression était totale. Oui, et puis surtout l'Amérique était partie en guerre. Et voilà, c'est un petit peu... J'ai vécu complètement les conséquences du 11 septembre là-bas, sur place. Et le French bashing d'une certaine façon, puisque nous n'avions pas accompagné les Américains en Irak, mais une conséquence indirecte du 11 septembre. Mais j'ai surtout vécu, quand j'y étais, cette espèce de... Vous savez, les New-Yorkais ont un vrai problème. Leur ville est un perpétuel devenir. Vous connaissez New York. À New York, il n'y a pas de date, en fait. Dans la vie de New York, dans l'histoire de New York, il n'y a aucune date. Et puis là, tout à coup, ils sont tombés avec le 11 septembre. Et ils savaient pas très bien comment le commémorer. Vous savez, ces tours, c'est resté un trou pendant 10 ans. Il y a eu des batailles judiciaires. Mais une mobilisation considérable des gens, par exemple. Oui, mais on ne savait pas quoi faire. C'est-à-dire, fallait-il refaire la tour? Fallait-il faire un musée? Donc finalement, ils ont fait les deux. Mais ça a été des débats sans fond et justement un espèce de trou autour duquel pendant 10 ans, les gens voilà. Et je vous la pose à tous les deux, à Alain aussi, c'est parce qu'on a vu ces jeunes femmes qui ont été arrêtées hier. Au fond, on a beaucoup dit, il faut que les Français finissent par accepter de vivre à l'israélienne. Je parle en termes d'attentats. Ou il faut aussi que les gens, vivent à l'américaine. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, par exemple, Alain, est un thème de réflexion? C'est-à-dire de changer le haut frais de 50 ans, il n'a plus aucun rapport avec le jeune étudiant qu'il était et qui vivait dans une sorte de... Sans doute, on a d'ailleurs eu un petit peu l'illustration dans l'affaire de cette voiture bourrée de bonbonnes de gaz près de Notre-Dame, puisque c'est le réflexe d'un garçon de café qui voit le truc et qui appelle la police spontanément. Je suis pas sûr qu'il aurait fait la même chose, certainement pas même. Vous allez dans le métro de New York, il y avait If you see something, say something. C'est marqué partout. Ça veut dire il y a un appel permanent à la dénonciation. Donc c'est notre destin. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un versant sécuritaire qu'on va devoir prendre parce que sinon notre société va rester éternellement poreuse et des bombes et des choses comme ça, c'est extrêmement facile pour eux d'opérer chez nous. On l'a remarqué. Question à vous, Régis, sur la présidentielle américaine et après on revient sur la présidentielle française avec Alain. Le pointage de dernier. Alors Trump, c'est cuit ou pas? Mais Trump a repris au niveau, je parle du collège électoral, des couleurs entre guillemets. Les derniers pointages sont quand même assez catastrophiques. Il n'a que 11 manières d'arriver à la présidence, tandis qu'Hillary Clinton, je crois, on en a à peu près 180 ou quelque chose comme ça. Arithmétiquement, vous savez que ça va être État par État. Avec voilà, donc on n'est pas du tout dans un processus de suffrage universel comme en France. Et Trump a très peu de chance. Néanmoins, on remarque qu'on l'avait donné perdant après la Convention démocrate. On a vu Hillary ouvrir des scores de plus de 10%, même 20% dans certains cas. Le talonner dans des États qui normalement devaient tomber dans l'escarcelle républicaine, comme le Texas, la Caroline du Nord également. Et puis là, on est en train de voir quelque chose un petit peu problématique, qui reste problématique avec Hillary, c'est son affect, c'est-à-dire les gens ont du mal à l'aimer. Je dis pas qu'ils aiment Trump, mais elle a du mal aussi à occuper le terrain. C'est-à-dire, Trump, par exemple, quand il se passe quelque chose avec Obama est snobé par le président chinois en Chine, c'est Trump qui occupe le terrain avec ses réactions. Donc c'est un personnage médiatique, on l'a dit, en long, en large et en travers, mais son occupation du terrain médiatique fait qu'il a encore, à mon sens, encore une chance. Je voudrais qu'on écoute Audrey Azoulay, Gérard Darmanin et Alain Juppé sur les propos de François Hollande hier. Donc c'est quand même une des rares fois dans les semaines politiques depuis le début de la rentrée qu'on commente les propos de François Hollande qui sont plutôt ignoré comme un personnage qui aurait disparu avant de disparaître de la vie politique. Voici ce que dit Audrey Azoulay, elle est ministre de la Culture, c'est sur RTL. C'était un discours dans lequel il a donné une vision pour l'avenir de la France. C'est donc bien qu'il pense à l'avenir de la France, qu'il reste engagé et qu'il s'engage pour les années à venir dans cette vision. Je crois qu'il a dessiné un clivage qui est un clivage réel et qui est pour lui la défense d'une France qui est forte mais qui défend son état de droit, qui défend ses valeurs. Gérard Darmanin, donc proche de Nicolas Sarkozy, discours de François Hollande, commentaire sur Europe 1, zapping.
Monsieur Hollande est un président oui, c'est un homme un peu naïf, un peu des bisounours, et il considère aujourd'hui que tout va mieux, qu'il n'y a pas de problème et qu'il a fait des choses intéressantes pour le pays. Bien sûr, on voit le bilan de sécurité, le bilan économique et son Waterloo social. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il est temps que cela s'arrête et les Français le demandent. Alain Juppé sur RMC il y a quelques instants, commentaire François Hollande. C'est un fantastique exercice de mensonge. Et je crois que ça contribue à décrédibiliser la parole publique. Voilà quelqu'un qui nous dit « je ne suis pas candidat » et qui fait un discours de candidat. Donc ça ne trompe personne. Cette façon de faire de la politique qui consiste à dénaturer ce que disent ses adversaires pour se faire valoir n'est pas la bonne. Et je sais en tout cas contre qui je me bats, moi. Je me bats contre un quinquennat qui a profondément abîmé la France. Voilà les propos d'Alain Juppé tenus il y a quelques instants chez nos confrères de RMC. Alain, est-ce que vous considérez justement que François Hollande a la moindre chance de s'en sortir aujourd'hui? Et il y a une petite phrase qui a été remarquée en dehors des attaques sur la présomption d'innocence concernant Nicolas Sarkozy. Il a attaqué cette idée que la droite, au fond, avait le sentiment aujourd'hui que tout allait se jouer à la primaire qui va avoir lieu le 20 et le 27 novembre et que le reste, c'est-à-dire l'élection en elle-même, elle n'aurait pas lieu. Oui, c'était un point important du discours, effectivement. Il a dit avec ironie que le président de la République ne serait pas désigné le 27 novembre, jour du deuxième tour de la primaire. C'est effectivement ce qu'on entend beaucoup, ce qu'on écrit beaucoup nous-mêmes d'ailleurs. Et il a peut-être pas tort de le dire, François Hollande. En tout cas, il avait besoin de le dire manifestement. Alors, il est effectivement en bas de l'escalier, comme ça a été dit tout à l'heure. J'avoue que personnellement, j'imagine mal qu'il puisse remonter. Et c'est pour ça que ce discours, certes, on peut l'interpréter de manière très politicienne, en disant que c'est un geste de candidature, mais c'est quand même une réponse, j'ai envie de dire presque salutaire, en tout cas assez nécessaire au discours un peu délirant qu'on a entendu ces dernières semaines, à cette espèce de logorée identitaire portée par Sarkozy et par beaucoup de représentants de la droite, par tous ces propos qui ont blessé tous les musulmans de France. Et franchement, je trouve qu'il a répondu avec pas mal de hauteur sur ce point-là. Mais alors, il y a quand même quelque chose de paradoxal qui a été souligné par tout le monde, c'est qu'on attendait un discours sur le terrorisme, et effectivement, on est tombé sur un discours anti-Sarkozy. Voilà. Alors, c'est quand même quelque chose. Oui, mais on est tombé sur. On se moque un peu du monde, quand même. Tout à fait, mais on est tombé aussi sur un président. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu président. Ça, moi, je vais vous dire, indépendamment de tout ce qu'on peut penser de François Hollande, ce qu'on a entendu hier, ça montre qu'on a un homme qui se défend. Jusqu'à présent, on avait quelqu'un dont le ministre du budget est parti, a abandonné le navire, dont on s'aperçoit finalement, si on prend Arnaud Montebourg, Cécile Duflot, Benoît Hamon, peut-être Macron, que finalement tout le gouvernement qu'il avait avec lui va peut-être se présenter contre lui. Donc on s'était dit, mais pensez une seule seconde qu'ils vont être déminés par cette discours d'hier? Oui. C'est ça la grande question. Ça fait quand même du bien, excusez-moi, qu'on soit du bord de François Hollande ou pas, de se dire, bon, moi, on a un chef de l'État qui est capable de réagir, qui ne se laisse pas faire. Voilà. Je voudrais qu'on ait au téléphone Bernard Salanès pour qu'on puisse continuer la réflexion avec Alain Auffray. Bernard, le patron des Labs, à l'Institut de sondage. Merci d'être en direct, Bernard. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la dernière livraison de sondage que vous nous donnez pour nous, Radio Classique Les Échos ce matin, qui indique que François Hollande est une chance, justement, dans l'opinion aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui, il faut être évidemment prudent, mais aujourd'hui, il n'y a pas le début d'un signe d'une reconquête. Au contraire, dans le baromètre que nous avons rendu public hier pour les Échos et Radio Classique, François Hollande continue de chuter. Il n'est plus que 15 points de confiance. C'est extrêmement bas. C'est son score le plus bas. Il avait déjà atteint une fois, il y a quelques mois, ce chiffre. Et surtout, plus inquiétant pour lui, le recul est très marqué chez les sympathisants de gauche. Ils ne sont moins que 4 sur 10 à lui faire confiance, et recul marqué également chez les sympathisants socialistes. Vous savez, quand on reprend les courbes d'il y a 5 ans à la même époque, Nicolas Sarkozy, qui pourtant affrontait aussi une forme d'impopularité, il était à plus de 30%. Donc ce différentiel, et surtout son camp, ne lui avait jamais fait défaut, comme aujourd'hui le camp de François Hollande lui fait défaut. Donc pour l'instant, il n'y a pas de signe de début d'une reconquête. Or, les mois passent et évidemment, on s'approche de l'avant-dernière ligne droite de cette campagne. Dernier point avec vous, donc ce matin, Bernard, mais on vous retrouvera évidemment tout au long de l'année, c'est très important dans les chiffres. La bataille Sarkozy-Juppé, on en est où exactement? Et après, commentaire de celui qui les connaît bien, parce qu'il les suit à l'année, à savoir Alain Auffray. Alors d'abord, je voudrais faire une remarque. C'est un avertissement, ce sondage, cette édition du sondage, pour tous les candidats à la primaire. Les 4 principaux candidats, Juppé, Sarkozy, Fillon-Le Maire, sont tous en baisse chez les sympathisants de droite et du centre. Ça veut dire que l'accélération des polémiques, l'entrée en campagne ne plaît pas, ne convainc pas
des électeurs de droite et du centre. Maintenant, je réponds à votre question. C'est vrai que ce mois-ci, la progression que nous avions enregistrée depuis 2 mois pour Nicolas Sarkozy, elle semble stopper, puisque même chez les sympathisants des Républicains, Nicolas Sarkozy est à -3, Alain Juppé repasse au même niveau que Nicolas Sarkozy. Donc on voit bien en tout cas que cette primaire tout d'un coup ne s'est pas inversée. Il y a eu une dynamique pour Nicolas Sarkozy, on l'enregistre dans les intentions de vote, il faut que là nous parlons de popularité, mais que ce n'est pas une longue chevauchée fantastique. Alain Juppé est là, il résiste, il est toujours en tête, mais c'est vrai que Nicolas Sarkozy avait jusqu'à présent un début de dynamique pour lui. Merci beaucoup Bernard Salanès, donc qui dirige ELAB avec les derniers chiffres, la dernière livraison sur le terrain. Vous sentez quoi, mon cher Alain? C'est important pour ceux qui nous écoutent ce matin de donner un sentiment, vous qui allez de meeting en meeting, de réunion en réunion, et juste avant que ne démarrent les principaux débats. Écoutez, moi ce qui m'a frappé, j'étais le week-end dernier à la Baule par exemple, où on les a tous vus défiler. Ce qui m'a frappé, c'est que ça a été évoqué pendant la rue de presse, la personnalité d'Alain Juppé, etc. Je l'ai trouvé quand même assez détendu, assez à l'aise, plutôt non plus droit, mais plutôt bien dans ses bottes. Et on sent qu'il rentre quand même dans cette campagne. On pouvait faire l'hypothèse, compte tenu de ce qu'est Alain Juppé, que la bataille électorale serait pour lui un calvaire et qu'il allait pas être à la hauteur. Mais moi, j'ai l'impression qu'il est assez prêt à affronter ce sujet. Et pour faire un petit détour par François Hollande, vous avez remarqué tout à l'heure que Hollande avait ciblé Sarkozy. Même s'il a quand même beaucoup parlé justement, il n'y a pas d'identité heureuse, il n'y a pas d'identité malheureuse, a-t-il dit. Une petite remarque, juste. Mais enfin, l'essentiel du discours, c'est quand même Sarkozy, hein, le cumul, les arguties juridiques, l'identité, etc. Et ce qui est frappant, c'est de voir que tout cet positionnement, à mon avis, sain et nécessaire de politique de François Hollande, il tient plus. Si son adversaire est Alain Juppé, ça devient beaucoup plus compliqué pour lui. C'est-à-dire qu'en gros, si on simplifie ce matin, et Régis va conclure, au fond, si le score de la primaire, c'est une victoire de Sarkozy, Hollande ira. Si le score de la primaire, c'est une victoire de Juppé, Hollande n'ira pas. C'est ça, au fond, le faux suspense. Moi, je crois ça. Il y a aussi un argument qu'on a oublié, c'est la santé. L'été, c'est très très bien passé pour le Front National et pour Marine Le Pen. Parce que là, dans tous les cas de figure, à part, il y a un seul cas, je crois que c'est la présence de Macron et de Hollande, où Juppé serait devant. Bon, voilà. Et on remarque aussi une certaine sérénité chez Marine Le Pen, qui n'a pas fait cette surenchère que Nicolas Sarkozy a fait cet été, sur du sécuritaire, etc. Peut-être une posture où là, on peut peut-être s'affirmer un peu plus présidentiable, en tout cas. Voilà. Je voudrais que vous écoutiez un petit peu de musique, puisque c'est la fête de l'humanité, ça rappelle des souvenirs à tout le monde, bien au-delà du soutien au Parti communiste, mais un endroit où se retrouvait une grande partie de la jeunesse, par exemple Lauryn Hill, qui avait fait un tabac avec les Fugees il y a quelques années. Elle sera donc à la fête de l'UMA ce week-end, où peut-être chacun d'entre vous ira. Écoutons Lauryn Hill. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you. Voilà, Lauryn Hill, qui a été il y a une dizaine d'années donc la diva de la soul et qui a un petit peu disparu, vous la retrouvez à la fête de l'humanité. Mais également ceux que vous aimez, Souchon, Woolsey, Paul Naref, les Chemical Brothers et beaucoup de gens. Merci tous les deux. Passez le meilleur week-end possible. Donc Régis à la barre de Paris Match et donc Alain Offray dans les colonnes de Libération. Bon week-end à vous surtout. On va retrouver Evre Jerry dans un instant.